Mars 2024 en France. L'information tétanise les citoyens à l'heure du premier café. Un tueur en série a participé au jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place, animé par Nagui. Ce type tranquille, jovial, barbe et cheveux gris, lunettes, la cinquantaine, l'air en forme, souriant, debout derrière son petit pupitre face à des millions de téléspectateurs, ce type est un tueur et un violeur. L'histoire paraît dingue. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Voici 3 histoires de tueurs qui participent à des émissions de télé. Podcast Story. On le savait, on en a la preuve visuelle. Les tueurs ne sont pas des monstres. Regardez-le. C'est notre voisin, notre frère. C'est nous. C'est Monsieur Tout-le-Monde. Il est donc là, debout derrière son pupitre. Il plaisante avec Nagui qui fait ce que font les animateurs. Il tape un peu la discute avec le candidat pour le détendre avant de se lancer dans le jeu. C'est un petit moment de gentille rigolade. Nagui jette un coup d'œil à ses fiches. « Ah, vous venez de la Grande Motte, pas loin de Montpellier. Vous avez été gendarme il y a quelques années, pas à pied ou en voiture, mais à cheval. Oh, c'est original ça. Et les gendarmes à cheval à Paris, c'est au Bois de Boulogne ou Vincennes ?» S'en suivent quelques vannes un peu scabreuses mais pas bien méchantes, et tout en allusion sur la population transsexuelle des nuits dans les bois, et sur les flics, et sur les étalons. Bon, on fait pas dans la finesse, mais pas trop grossier non plus, on est sur France 2, et dans le cadre d'une émission familiale, et puis Nagui n'est pas grossier, on sait se tenir. Sur le moment, ça passe. Le moment en question, c'est le 13 mai 2019. Mais aujourd'hui, alors que nous savons que cet homme, François Vérove, surnommé le Grêlé, est un tueur, qu'il a violé et tué des fillettes, eh bien les petites vannes limites sur le bois de Vincennes, ça passe plus. Ça fait froid dans le dos. « 7 avril 1986 à Paris, dans le 13e arrondissement. Une petite fille de 8 ans quitte l'appartement de ses parents pour se rendre à l'école. François Vérove, qui a repéré les lieux, l'attend dans l'ascenseur. Il la force à descendre dans les caves de l'immeuble, où il la viole et l'étrangle avec une cordelette. Il pense l'avoir tuée et quitte les lieux. Mais la fillette survit. Un mois plus tard, le 5 mai, dans le 19e arrondissement, cette fois, même mode opératoire. Vérove attend une fillette dans l'ascenseur, elle a 11 ans, il l'emmène au sous-sol, la viole et la tue en la poignardant. Cette fois, on peut établir un portrait robot. Des voisins l'ont croisé dans l'ascenseur, ils décrivent un homme au visage parsemé de cicatrices. Le tueur est désormais surnommé le Grêlé. 1 an plus tard, en avril 87, nouveau meurtre. Cette fois, ce ne sont plus des enfants, mais des adultes. Un homme et une femme. Les victimes sont retrouvées dans leur appartement du centre de Paris, dans le Marais, nus, attachés, lui étranglé, elle égorgée, et les deux brûlés avec une cigarette. Nous en sommes à 3 meurtres et un viol. Les enquêteurs n'ont pas de piste. À l'époque, les recherches sur l'ADN n'existent pas et on ne fait pas le lien entre les agressions des petites filles et celles des adultes. Pourtant, François Vérove laisse des traces de son ADN sur les victimes. Et ce n'est que plus tard qu'on pourra prouver sa culpabilité. On reprend l'histoire. Toujours en 87, cette fois en octobre, vers midi. Vérove aborde une jeune fille de 14 ans dans la rue. Il se fait passer pour un policier. Il est d'ailleurs gendarme. Il montre sa carte. Elle le suit, il la menotte, l'embarque dans un appartement où il la viole, mais ne la tue pas. Les enquêteurs font le rapprochement avec les agressions des 2 autres petites filles et soupçonnent celui que l'on appelle le Grêlé. Ensuite, il ne se passe plus rien. Du moins, rien de connu pendant 7 ans. En 1994, François Vérove a quitté la gendarmerie et intégré la police. Il aborde une fille de 11 ans qui fait du vélo en Seine-et-Marne, pas loin de Paris. Il se présente comme policier et lui demande de l'accompagner au commissariat. Il la viole, mais ne la tue pas. La police cherche du côté de la police. Oui, on soupçonne quelqu'un de la maison. Pourquoi ? Eh bien, la carte de gendarme, puis celle de policier montrée aux victimes, les menottes aussi, des menottes professionnelles, pas des fausses qu'on achète dans les magasins BDSM. Et puis, cette faculté à échapper aux enquêteurs. Le meurtrier semble bien connaître les méthodes de la maison. Sur le terrain, rien de neuf.
Plus de meurtres ou de viols, plus de grêlés. Enfin si, une fois, à la télévision donc, en 2019. D'ailleurs, on comprend mieux aujourd'hui la barbe qui dissimule les cicatrices. Mais tout de même, ce type sait que la police le cherche, que l'enquête n'est pas fermée, et pourtant, il s'exhibe à la télévision dans un jeu populaire, suivi par des millions de Français. Et puis arrive le dénouement de l'histoire, assez tard, en 2021. Les recherches sur l'ADN sont maintenant au point. La juge d'instruction Nathalie Turquet demande des analyses d'ADN auprès de tous les gendarmes présents en Île-de-France en 86 et 87 lors des 2 premiers meurtres. Ils ne sont que 750, dont François Vérove qui reçoit sa convocation. Il sait qu'il est foutu et il se suicide. Cette histoire bizarre de vouloir passer à la télévision alors qu'on est un meurtrier au cœur d'une enquête est déjà arrivée. En France, dans les années 80, Christophe de Chavannes présente une émission sur France 2, à l'époque alors Antenne 2, qui s'appelait « C'est encore mieux l'après-midi ». Une des séquences de l'émission, c'est un striptease réalisé par un homme. La séquence se nomme la séquence Playmek. Pendant 1 à 2 minutes, des danseurs font un effeuillage en direct. Bon, on est sur le service public, on s'arrête au string. Par 2 fois, un jeune danseur incarne ce Playmek le 3 avril 86 et le 26 mai 87. Les vidéos sont en ligne, vous pouvez les voir. Il se déshabille sur une musique un peu disco. Il se nomme Jean-Thierry Mathurin. Et il est le complice de Thierry Paulin, qui agresse et tue des femmes âgées à Paris, dans le quartier du 18e arrondissement, entre 1984 et 1987. Il tue 18 personnes. Toujours de la même façon, il aborde des dames âgées dans la rue qui semblent être seules, vulnérables. Il entame la conversation, il est sympathique, avenant. Les victimes ont confiance. Thierry Paulin les accompagne chez elles et une fois sur place, il les tue en les étouffant avec un sac en plastique, en les battant ou en leur faisant boire du détergent. Mathurin est complice de Paulin au cours de 8 de ces meurtres. Ce sont des crimes crapuleux. Les 2 hommes volent l'argent liquide et les bijoux de leurs victimes. D'ailleurs, ils mènent une vie de fête. Ils passent leur nuit dans des bars et des discothèques. Et c'est par ce réseau de noctambules que Mathurin se retrouve sélectionné 2 fois pour son strip sur Antenne 2. Les enquêteurs finissent par arrêter Thierry Paulin le 1er décembre 87. Ils lâchent le nom de son complice, Jean-Thierry Mathurin, qui est arrêté le lendemain, le 2 décembre, et il avoue donc 8 meurtres. Encore une histoire de meurtrier à la télévision ? Vous connaissez Tournez Manège. Vous vous souvenez de cette émission de drague au cours de laquelle les candidats devaient se séduire sans se voir et s'ils accrochaient, le manège tournait et ils étaient présentés l'un à l'autre. La version américaine de cette émission se nomme Dating Game. Le 13 septembre 1978, un dénommé Rodney Alcala est candidat. Il a la trentaine, il présente bien, beau gosse, sourire ravageur, cheveux noirs. Il est présenté comme photographe, aimant la moto et le parachutisme. Parmi les candidates présente ce jour-là une jeune femme est séduite, elle se prénomme Cheryl et accepte d'être présentée à Rodney. Les 2 partent main dans la main sous les applaudissements du public. Mais un peu plus tard, Cheryl appelle la production de l'émission. Elle ne veut plus voir Rodney. Elle le sent pas, le type est bizarre, un peu étrange, et elle préfère ne plus le voir. Très bonne intuition de Cheryl. 1 an plus tard, une petite fille de 12 ans, Robin, est kidnappée alors qu'elle fait du vélo pas loin de chez ses parents, en Californie. On retrouve son corps quelques jours plus tard. Un des policiers chargés de l'enquête a rencontré des témoins qui ont vu un homme ce jour-là s'approcher de la petite fille. Et grâce à ces témoignages, on établit un portrait robot. Un soir, notre enquêteur rentre chez lui après une longue journée de travail. Il est fatigué et regarde la télévision. Il tombe par hasard sur une rediffusion du fameux Dating Game auquel Rodney a participé, donc 1 an avant. La ressemblance avec le portrait robot est frappante. Rodney est arrêté et condamné à mort pour 5 meurtres. Mais il en aurait commis beaucoup plus. Les enquêteurs parlent aujourd'hui de plus de 100 victimes torturées, violées, photographiées. Rodney Alcala serait l'un des pires serial killers de l'histoire des États-Unis, un homme du calibre de Ted Bundy.
3 histoires. 3 meurtriers qui passent à la télévision, s'installent tranquillement sous les lumières des projecteurs alors qu'ils sont recherchés. Pourquoi font-ils ça ? Par jeu ? Par provocation ? Pour qu'on les arrête ? Par goût du risque ? Par folie ? Les psychologues jugeront. Il en existe sûrement d'autres, qu'on découvrira un jour ou pas. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.